Le gouvernement nous a dit qu'il avait baissé les impôts. C'est faux, on le verra tout à l'heure, mais il nous l'a dit. Et il nous a dit depuis quelques mois que, promis, juré, en 2024, on ne les augmentera pas. Bon voilà, maintenant le gouvernement est au pied du mur, il doit présenter son budget aujourd'hui, et ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir des dépenses supplémentaires. Les intérêts de la dette, par exemple, vont exploser puisqu'on emprunte de plus en plus cher en France. De même, vous avez la transition écologique, enfin je devrais dire la transition escrologique qui va coûter extrêmement cher. Un État qui était déjà lourdement en déficit, qui en plus est le dernier de la classe au niveau européen. Tous les autres États seront en dessous des 3% de déficit en 2025. Nous, même avec les projections de l'État, on n'y sera pas. On sera le seul Européen à ne pas y être. Un État donc qui est cruellement en déficit, qui est hyper endetté et qui prévoit des nouvelles dépenses. Comment pouvez-vous croire qu'il ne va pas augmenter vos impôts? En tout cas, les économistes sont clairs là-dessus. Il y a de grandes chances que les impôts augmentent. Et en plus, le gouvernement se base sur des théories fumeuses quant à la reprise économique qui viendrait combler le déficit de l'État. Bref, on va voir tout ça. On voit qu'il y a un État qui manque de sincérité dans le budget qu'il vous présente. Et on va voir que pour vous, ça va clairement se concrétiser en hausse d'impôts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voyons tout de suite cette histoire d'impôts. Budget 2024, pourra-t-on vraiment échapper à des hausses d'impôts? Le gouvernement promet de ne pas changer le cap et de poursuivre la baisse des prélèvements obligatoires pour les ménages, une promesse audacieuse. Et surtout, un mensonge. Promettre de baisser les prélèvements obligatoires sur les ménages, c'est un mensonge. Et j'ai une preuve. Regardez les chiffres donnés par l'INSEE, pas par moi, par l'INSEE. L'INSEE est très clair, je vais vous montrer la courbe. Courbe des prélèvements obligatoires de l'INSEE, hop là. Regardez la belle courbe INSEE. Vous avez tout au bout, là, complètement ici, c'est 1960. Moins de 31%. Est-ce qu'on n'était pas avec une administration sous le général de Gaulle? Est-ce que le général de Gaulle et M. Pompidou étaient nuls en administration? Est-ce que la France n'était pas administrée pendant les 30 Glorieuses? Eh bien, on ne vous prenait que moins de 31%. Moins de 31% de prélèvements obligatoires. On continue, on arrive petit à petit en 1981, c'est ici. 1981, on est tout juste à 40%. C'est sous François Mitterrand. Est-ce qu'on n'avait pas une administration sous François Mitterrand? Est-ce que les hôpitaux marchaient plus mal qu'aujourd'hui? Est-ce que l'école marchait plus mal qu'aujourd'hui? Est-ce que la police et la justice n'étaient pas rendues sous François Mitterrand? Ou moins bien qu'aujourd'hui. Pourtant, on n'était qu'à 40%. Et regardez, après, la courbe, on voit que ça ne fait qu'augmenter. Alors parfois, il y a des petites baisses, mais c'est très ponctuel et ça augmente. Et là, on arrive en 2022, on est au plus haut jamais atteint. Le gouvernement vous dit, on a une baisse des prélèvements obligatoires l'an dernier. Regardez les chiffres INSEE, on est au plus haut jamais atteint d'après les chiffres de l'INSEE. Seulement, à force de dire aux journalistes « on a baissé les impôts », eh bien, à force de répéter un mensonge, vous en faites une vérité. Visiblement, d'après l'INSEE, c'est faux, mais vous avez des journalistes qui gobent le mensonge parce qu'on n'arrête pas de leur dire. C'est une musique qui a commencé à se faire entendre à la fin du mois d'août, dans la torpeur encore estivale. Quelques notes ont suffi à réveiller les contribuables. Bercy va reporter certaines baisses d'impôts et prépare des hausses pour boucler le délicat budget 2024. Je vous en avais parlé, je vous avais dit, on va avoir des hausses d'impôts en 2024 parce que ce n'est pas possible autrement. Quand vous avez un État qui dépense
des sommes pharaoniques et qui prévoit d'augmenter ses dépenses, quand en plus cet État est surendetté, a un déficit énorme, on sera le dernier État européen avec un déficit supérieur à 3% en 2025, même avec les prévisions de cet État, qui sont des prévisions hyper optimistes, on le verra tout à l'heure. On sera le dernier État européen à avoir un déficit supérieur à 3%. On sera les plus mauvais en 2025. Comment croire qu'un État qui est aussi endetté, on verra tout à l'heure, c'est monstrueux, aussi endetté, comment croire qu'un État comme ça peut baisser les impôts ou même les stabiliser? On va être obligé de les augmenter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous verrez, on en parlera à la fin, vous verrez, on n'appellera pas ça des impôts. Ou alors, on donnera une justification écologique et scrologique aux impôts. Vous allez voir. Celui du monde d'après. Adieu le quoi qu'il en coûte de la crise du Covid et les mesures dégainées pour contrer la flambée des prix de l'énergie. Bonjour, le retour à l'équilibre des finances publiques. Ce qui est amusant, c'est ce qu'on appelle équilibre en France, quoi. On n'est pas du tout, mais pas du tout dans un équilibre des finances publiques, puisqu'on a un déficit gigantesque. Gigantesque. Mais nous, on appelle ça un équilibre. Un frémissement devenu un grondement, notamment chez les patrons, qui a contraint l'exécutif à envoyer le ministre de l'économie Bruno Le Maire en première ligne sur le front médiatique pour marteler un message. Les prélèvements obligatoires n'augmenteront pas et continueront même de baisser. On voit qu'ils n'ont pas baissé. Je vous ai montré la courbe, c'est clair, ils n'ont pas baissé. Dans le budget 2024 qui sera présenté, il y a même une autre courbe que je vais vous montrer tout de suite, toujours de l'INSEE, qui est celle-ci. Alors, il faut que je vous la montre sur le truc. Alors, la courbe est un peu plus vieille, elle vient de 2021. On est le pays européen le plus taxé. Les prélèvements obligatoires sont le plus forts en France. Vous voyez, on est juste derrière le Danemark. C'était 2021, maintenant on est passé devant. C'était 2021. On était tout en haut. Quand vous comparez à la moyenne européenne qui est à peine au-dessus de 40, on est vraiment dans de la pure folie. Donc, vous voyez qu'il y a des États qui arrivent quand même à gérer leur budget sans prendre l'ensemble de l'argent de leurs compatriotes. C'était pour vous montrer que voilà, si tous les États étaient à 50%, il n'y aurait pas de problème. On est les pires. Bon, il y a le Danemark qui nous fait une belle concurrence, mais c'est tout. Donc les prélèvements obligatoires continueront même de baisser. On voit sur la courbe INSEE que c'est un mensonge. Ils n'ont pas baissé. Les statistiques nationales le disent, c'est pas moi qui l'ai inventé, les statistiques nationales le disent. Dans le budget 2024 qui sera présenté ce mercredi 27 septembre par l'exécutif au Conseil des ministres, il ne devrait en effet pas y avoir de baisse ou de hausse spectaculaire et le taux de prélèvement obligatoire devrait passer à 44% du PIB cette année, à 44,1% l'année prochaine. Bref, se stabiliser. Alors ça, vous voyez, c'est différent des chiffres INSEE parce que l'INSEE, elle, va le calculer avec un retard. C'est-à-dire que ça, c'est les chiffres du gouvernement. Il dit cette année 44. L'INSEE avait calculé l'an dernier 45. Plus de 45. Là, l'État nous dit 44. Bon, ok, on va voir. Mais l'INSEE va peut-être nous dire non, c'est pas 44, on est resté à 45, 45,1. Elle nous dira ça
en milieu d'année prochaine, on saura exactement quels étaient réellement les prélèvements obligatoires de l'État. Moi, j'ai un doute sur le 44, ça c'est des chiffres donnés par le gouvernement. Et donc, il prévoit d'augmenter un petit peu, de 44 à 44,1%. Donc, il va bien augmenter les impôts, même si on se base uniquement sur ces chiffres-là. Se stabiliser, oui, se stabiliser à la hausse quand même. Des concessions lors de l'examen par le Parlement. Du côté des allègements, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, va bien diminuer, mais sa pression totale va être étalée, sa suppression totale, va être étalée sur plusieurs années. Je vous rappelle qu'on avait promis aux entreprises de l'arrêter l'an prochain. La CVAE, c'est un impôt que l'on prend avant même qu'elles aient fait 1 euro de chiffre d'affaires. On le prend immédiatement. C'est les impôts de production sur lesquels on est très très élevé par rapport à nos concurrents directs. C'est-à-dire, quand une usine doit se monter en France ou dans un autre pays européen, elle va comparer les taxes qu'elle doit payer. Et si les taxes de production sont beaucoup plus élevées en France que dans un autre pays européen, bien sûr, elle va avoir tendance à aller dans l'autre pays européen. C'est des bases assez normales. Vous feriez exactement la même chose si vous aviez un endroit où choisir où mettre votre entreprise. Le barème de l'impôt sur le revenu va également être revu en tenant en compte de l'inflation. Mais le geste de 2 milliards pour les classes moyennes est lui aussi reporté à des temps meilleurs. Vous avez promis de baisser vos impôts de 2 milliards, finalement on attend. Peut-être 2025, j'ai lu un Bruno Le Maire nous disait peut-être 2025 si ça va mieux. Moi, à mon avis, c'est peut-être 2027 au moment des impôts, vous voyez, au moment des élections. Faut être clair. Du côté des hausses devrait figurer, entre autres, la suppression de l'avantage fiscal pour le gazole non routier et une taxation des concessionnaires autoroutiers. Et la taxation des concessionnaires autoroutiers, excusez-moi, est-ce que vous pensez vraiment que les concessionnaires autoroutiers vont se laisser pomper leur argent comme ça et que ça ne va pas se répercuter derrière sur vous? En fait, on veut taxer les concessionnaires autoroutiers et les aéroports, parce qu'on ne peut pas faire que les concessionnaires autoroutiers. On est obligé, je ne sais pas pourquoi, de faire également les aéroports. Comment vous pensez que ça va finir? Le concessionnaire autoroutier, alors peut-être pas la première année, peut-être que la première année, il va fermer sa bouche pour ne pas être embêté, mais assez rapidement, il va juste augmenter le coût de ses péages. C'est vous qui allez payer. C'est évident. Vous savez, il y a une notion qui est claire. Une vache ne paye jamais la taxe sur le lait. Une vache ne paye jamais la taxe sur le lait. C'est le consommateur de lait qui la paye. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les autoroutiers. C'est la même chose pour les aéroports. Si on fait une taxe sur les aéroports vont faire payer les compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes, vous pensez qu'elles vont faire payer qui? Vous, quand vous prenez l'avion. Forcément. C'est toujours le consommateur qui paye la taxe. Faut vraiment avoir ça en tête. Donc ça, c'est une taxe que vous allez payer. Le gazole non routier. Jusqu'ici, les agriculteurs et les pêcheurs ne payaient pas toutes les taxes sur le gazoil. C'est pas qu'on leur faisait des cadeaux, c'est qu'ils ne payaient pas toutes les taxes qu'il y a sur le gazoil. Maintenant, ils vont les payer. Ça va se répercuter sur quoi, à votre avis? Vous pensez que les marins-pêcheurs et les agriculteurs sont des gens riches, extrêmement riches, qui peuvent absorber une taxe? Ils vont tout simplement le reporter sur le prix du poisson et le prix de la viande. C'est vous qui allez payer la taxe. La vache ne paye jamais la taxe sur le lait. Vous allez payer cette taxe. Et vous allez voir, il y a d'autres petites taxes, d'autres petits impôts que vous allez payer. Alors, parfois indirect, mais parfois très direct. Vous verrez. Fin du débat, pas totalement. Le budget va devoir passer l'épreuve de feu du Parlement et en particulier de l'Assemblée sans majorité. Oui, mais ils vont le passer au 49-3. On a vu que le budget, ils vont le passer au 49-3.
puisque notre gouvernement est sûr que la façon de régner, de gérer un État, c'est de tout passer au 49.3 en se foutant totalement de ce que peut penser la population et de ses représentants. Donc ça passera au 49.3. Des concessions pourraient-elles être faites pour emporter certaines voix? Des idées ont en tout cas fusé. Les députés Marc Ferracci de Renaissance et Jérôme Gage du Parti socialiste ont récemment pointé du doigt les exonérations de cotisations des entreprises pour les hauts salaires. J'ai fait une vidéo là-dessus. Un haut salaire en France, c'est 2,5 fois le SMIC. Alors, certains d'entre vous gagnent sûrement le SMIC. Ok. Aucun problème. Mais même si vous gagnez le SMIC, vous pouvez être d'accord avec moi qu'un haut salaire, c'est pas 2,5 fois le SMIC. 4 400 euros. Un haut salaire, c'est pas 4 400 euros. Un cadre correct, je parle même pas des hauts cadres si vous voulez, un cadre dans une grande entreprise, cadre moyen dans une grande entreprise qui a 40, 50 ans, il gagne 4 500 euros. Et c'est pas un haut salaire. Quand vous gagnez 4 500 euros, que vous avez votre épouse, 2 ou 3 enfants, vous n'êtes pas large. Mais en France, c'est un haut salaire. Alors, on avait permis qu'ils ne payent pas, que les patrons ne payent pas plus d'impôts, de charges sociales sur ces hauts salaires. Voilà, on avait fait une ristourne. Enfin, ce qu'on appelle une ristourne. C'est juste qu'ils ne payaient pas des sommes aberrantes. Bon. Qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait augmenté les salaires. C'est les députés qui le disent, hein, c'est ces deux députés-là. Hein. Ça a augmenté les salaires. Oui, mais il n'y a pas eu plus d'embauches. Mais ça a augmenté les salaires, non d'un tiens. Ça a permis des gens de gagner plus d'argent. Alors, quel est le génie de ces députés? C'est de dire, ah bah, on va arrêter ça. Fini. Maintenant, ils vont payer leurs charges plein pot. Donc, ça va ralentir l'augmentation des salaires. Ça va ralentir l'augmentation des salaires. Et ça va augmenter la pression fiscale. S'ils payent les charges plein pot, ça va augmenter la pression fiscale. Donc là encore, vous allez avoir une augmentation des impôts qui ne vont pas le dire. Mais c'est vrai, la réalité. Du côté du MoDem, certains souhaiteraient relever la flat tax qui s'applique sur les revenus du capital. Donc il y a des revenus du capital, vous payez un impôt pour, voilà, à chaque fois que vous gagnez des dividendes, à chaque fois que vous touchez des dividendes, vous payez un impôt. Mais là encore, c'est des augmentations d'impôts. Vous voyez, les deux premiers exemples donnés, je n'ai pas lu l'intégralité, donc je ne sais pas si on va avoir des idées sur dépenser moins. On est le pays qui dépense le plus en Europe. On a un taux de prélèvement obligatoire de 45% d'après l'INSEE. Mais tout ce que trouvent les députés, c'est « Tiens, on pourrait en piquer encore plus. Tiens, la population est trop riche. » Où sont les idées d'économie? Où sont les idées de supprimer un haut conseil au machin, un de ces organismes, vous savez, qui pompent plein de fric et qui sert à rien? Où sont les idées d'économie de l'État? Là, les deux premiers trucs qu'on me donne, c'est, tiens, comment on pourrait piquer encore plus d'argent aux Français? On est à 45%, mais tiens, on va essayer d'en piquer encore plus. Il leur en reste dans leur poche, c'est pas normal. La taxation des meublés touristiques est également dans le viseur. Et aujourd'hui, eh bien, Bruno Le Maire a annoncé que si vous êtes sur Airbnb, si vous avez un meublé touristique, eh bien, vous savez, il y a un abattement de 50% sur les appartements, les maisons, etc., et de 71% sur les meublés touristiques, eh bien, on va rogner sur cet abattement. Alors, c'est peut-être normal de les mettre au même taux d'abattement que les logements normaux, hein, ça je ne dis pas. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Concrètement, ça augmente les impôts pour ceux qui ont du Airbnb. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je ne dis pas que c'est une bonne chose de mettre
de rogner l'abattement qu'il y avait sur les meublés touristiques. Je ne rentre pas là-dedans. Tout ce que je constate, c'est que, encore là, vous voyez, troisième proposition, augmenter les impôts. Parce qu'en rognant votre abattement sur l'appartement que vous avez mis sur Airbnb, on ne fait qu'augmenter vos impôts. 3 propositions, 3 augmentations d'impôts. Le Airbnb, c'est acté depuis ce matin, je crois, ou hier. Bruno Le Maire a dit que c'était bon. On augmente les impôts. Je suis désolé, on augmente les impôts, quoi qu'on dise. On n'utilise pas le mot, mais ça va concrètement augmenter vos impôts si vous aviez un loué sur Airbnb. Autre aléa à surveiller, la croissance. Avec une prévision. Alors, donc là, on a fini avec les impôts. Donc, vous voyez, enfin, vous allez voir, à la fin, il y a d'autres idées. Mais vous voyez que tout ce que proposent les députés, pour l'instant, c'est d'augmenter les impôts un peu plus. Il n'y en a pas un qui dit, tiens, on va supprimer le bidule, là, qui ne sert à rien. On va réduire les frais de fonctionnement de l'État. On va... ça, non. Ça, non. Ils sont même en train de discuter pour remettre en place la réserve parlementaire. Vous savez, l'argent qu'a chaque député discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il peut dépenser comme il veut. On l'avait supprimé parce que les dépenses étaient plus que limites. Eh bien, on parle de la remettre. À eux, il n'y a pas de problème. Eux, ils auront du fric. Vous, par contre, si vous avez un Airbnb, on va vous en piquer un peu plus. Si vous êtes une entreprise méchante qui a augmenté ses salariés, eh bien, tant pis pour vous, on va vous rajouter des charges. Qu'est-ce que c'était la troisième truc? Si, on va augmenter le prix de la viande et du poisson en taxant un peu plus les agriculteurs et les marins-pêcheurs. Et puis, si vous avez quelques actions, que vous touchez des dividendes, c'est très très mal. Donc, on réfléchit à pouvoir vous taxer un peu plus. Mais on n'augmentera pas les impôts. Ah non. Ah non, non, non. Autre aléa à surveiller, la croissance. Bah oui, parce que le gouvernement était un peu optimiste. Avec une prévision de 1,4% estimée par ses propres services, le gouvernement est plutôt optimiste et pourrait être contraint de revoir sa copie en cours d'année et donc de recourir au levier fiscal. Eh oui, excusez-nous, on avait prévu une super croissance, puis finalement on n'y arrive pas. Bon, pour combler le trou, on va prendre des petits impôts là-dessus aussi. 74,4 milliards de charges de la dette. C'est le budget de l'éducation nationale. Mais le plus dur sera sans doute la suite du quinquennat. Avec un endettement qui a dépassé les 3 000 milliards d'euros. Merci Macron, merci Bruno Le Maire, vous avez été des génies, des Mozart de la finance. Avant votre arrivée, on était à 2 000 milliards, 6 ans. 6 ans et vous êtes passé à 3 000 milliards. Merveilleux. Merveilleux. On ne pouvait pas faire pire. Des taux d'intérêt qui ne cessent de grimper et ce n'est pas fini. La BCE vient tout juste de remonter son taux directeur de 4%, enfin à 4%, et ne cesse d'alourdir la charge de la dette. 38,6 milliards de charge de la dette en 2022 à 74,4 milliards en 2023 et un retour des règles budgétaires européennes. Les taux risquent d'être de plus en plus serrés. Vous vous rendez compte, en intérêt, l'État, il ne rembourse pas le capital. En fait, il devrait. Si on était gouverné par des gens qui savent gérer, on devrait rembourser le capital. Mais là, il ne rembourse pas le capital, il réemprunte. Quand il doit rembourser le capital à Pierre, il emprunte à Paul la somme et hop,
il rembourse à Pierre. Du coup, il doit de l'argent à Paul et il paye les intérêts à Paul. Bon. C'est une gestion de gribouille, mais tant pis, on est un État qui est là-dedans, on n'est pas les seuls. Les États-Unis font aussi ça très bien. Bon. Enfin, ceci, nous, on n'a pas le dollar. Mais peu importe. Juste les intérêts, c'est 74,4 milliards cette année. L'armée, je vous dis ça de tête, c'est 40 milliards. Et c'est le deuxième budget de l'État. Et l'éducation nationale, il me semble que si on fait éducation nationale plus recherche, on est à 100 milliards. Mais si on prend que les universités, etc. Mais si on prend que l'éducation au sens strict, c'est-à-dire jusqu'au bac, on est à 70 milliards. On paye plus en intérêt de la dette que notre premier budget. Qu'est-ce que vous voulez ? Et ça va être de pire en pire, parce qu'on gère comme des patates. On a une augmentation. La dette va augmenter. Quand vous faites du déficit, ce qui est le cas chez nous, puisqu'on ne fait que ça, du déficit. Fatalement, vous avez une augmentation de la dette. Ce n'est pas possible autrement. En 2024, ça va être l'année où on va le plus emprunter. Déjà, 2023 était l'année record où on avait le plus emprunté. Eh bien, on va battre ça en 2024. Ça devient délirant. Mais délirant. Vous avez peut-être entendu en finance parler du snowball effect, l'effet boule de neige. C'est-à-dire que quand je place de l'argent avec des intérêts, ces intérêts viennent se rajouter, etc. Je place de l'argent. Et plus ça va, plus ma boule de neige grossit. Et donc, quand c'est moi qui prête de l'argent ou qui met de l'argent dans des actions, eh bien, il y a un effet boule de neige qui fait que je deviens de plus en plus riche. Ça, c'est l'effet boule de neige positif. Nous, en France, on a l'effet boule de neige négatif. Au fur et à mesure des années, comme on est tout le temps en déficit, depuis Valéry Giscard d'Estaing. Ce n'était pas le cas avant. De Gaulle, Pompidou arrivaient à être en excédent. Et il y a des pays européens qui sont en excédent en ce moment. Donc c'est tout à fait faisable. Mais nous, en France, on a des mauvais qui nous gouvernent, il faut bien le dire. Plus ça va, plus on fait du déficit tous les ans. Donc on crée de la dette tous les ans. Et cette dette, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et nous, c'est l'effet boule de neige inversé. C'est-à-dire plus ça va, plus notre dette grossit. Donc plus les intérêts qu'on doit payer grossissent. Et ces intérêts, ils viennent se rajouter à notre dette. C'est-à-dire comme on est en déficit, pour payer les intérêts, on est obligé d'emprunter de l'argent. On emprunte de l'argent pour payer les intérêts. Vous imaginez, vous, à votre banque, vous, encore une fois, un État, c'est juste une famille en beaucoup plus gros et immortel. Mais sinon, c'est une famille. Imaginez, vous avez une dette auprès de votre banquier, et pour payer cette dette, et pour payer les intérêts de cette dette, vous êtes obligé d'emprunter à votre banquier. Vous avez une dette à la BNP. Pour payer les intérêts de la dette de la BNP et le capital, vous devez aller voir le Crédit Agricole et vous empruntez au Crédit Agricole. Pour payer ensuite les intérêts de la dette et le capital au Crédit Agricole, vous devez aller à la Poste et vous empruntez à la Poste. Pour payer la Poste, vous devez aller voir le Crédit Mutuel et vous empruntez au Crédit Mutuel. La Société Générale, toutes les banques y passent. Est-ce que vous pensez que votre situation est viable ? Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer, que vous allez bien finir votre vie ? Ou est-ce que vous pensez que ça va être une catastrophe ? C'est fatalement une catastrophe. C'est l'effet boule de neige inversé. Si vous êtes investisseur, que vous investissez en actions ou que vous prêtez de l'argent et que les intérêts que ça vous rapporte ou les dividendes que ça vous rapporte, vous les réinvestissez en actions ou en prêts sur votre livret A, etc., eh bien, plus ça va aller, plus ça va gonfler. Le livret A est un bon exemple. Vous mettez de l'argent sur votre livret A, ça vous rapporte tous les ans des intérêts, et petit à petit, vous les laissez les intérêts sur le livret A, petit à petit, votre livret A, il gonfle, il grossit. L'effet boule de neige. Sur le livret A, c'est
faible comme grossissement, mais malgré tout, effet boule de neige. Eh bien, l'État, c'est exactement l'inverse. Il fait un effet boule de neige inversé et il se ruine, il nous ruine petit à petit. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec mon effet boule de neige, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est un effet boule de neige inversé. Pourtant, quand on regarde la prévision du gouvernement, tout devrait bien se passer. Faites-nous confiance. Ça fait 40 ans qu'on gère ce pays, n'importe comment, 50 ans. 50 ans qu'on gère ce pays, n'importe comment. Faites-nous confiance. Faites confiance à Emmanuel Macron, qui a pris un État avec un déficit important et une dette de 2000 milliards, et qui a réussi en 6 ans à faire le déficit encore plus important et une dette de 3000 milliards. Il a juste augmenté la dette de 50% en 6 ans. Pourquoi vous ne lui faites pas confiance sur la gestion ? Donc, d'après ce gouvernement, qui a extrêmement bien géré, tout devrait bien se passer. Ne vous en faites pas, messieurs, dames. Circulez, il n'y a rien à voir. La vie est belle, nom d'un chien, on vous le dit. Donc, le taux de prélèvement obligatoire devrait passer à 44,4% en 2027, ce qui est déjà gigantesque. On sera sûrement numéro 1 ou numéro 2 européen. Ça veut dire quand même que sur tout votre travail, l'État en prend presque la moitié, là. C'est quand même beaucoup, hein. Vous travaillez la moitié de l'année gratuitement pour l'État, là, 44,4%. Quand même beaucoup, hein. Et le déficit se résorbait sous les 3%. Par quel miracle ? Celui de la croissance. J'entends ça depuis que je suis né, enfin depuis que je suis apte à écouter ce genre de bêtises. Monsieur le ministre, comment on va s'en sortir ? La croissance. Monsieur le ministre, comment on va payer ça ? La croissance. Et tous les ans, la croissance de l'État, la croissance du PIB français baisse petit à petit. On est en train de s'étioler petit à petit. Mais c'est la croissance qui va payer. Cette année, on est quasiment en récession. Mais c'est la croissance qui va nous sauver. Grâce à ces réformes, le gouvernement espère plus d'activité et donc plus de recettes et moins de dépenses. Vous allez voir que les économistes sont assez d'accord avec moi, c'est de la foutaise. Un beau scénario qui pourrait cependant être compromis. Leurs prévisions de croissance restent très optimistes. Elles supposent notamment un redressement de la productivité auquel je ne crois pas du tout, estime Patrick Artus. Et je suis d'accord avec lui, je n'y crois pas du tout. Conseiller économique de Natixis et chroniqueur au Point. Le gouvernement a intégré les effets de ces réformes, ce qui est tout à fait justifié, mais les a un peu surestimés, il a le sens de la litote, ajoute Olivier Redoul, directeur des études Rexecode, un institut d'études économiques financé par les entreprises. Selon les calculs de ces deux économistes, le déficit devrait être plutôt de 4 à 4,5% en 2027. Et le déficit, je vous rappelle, le problème, c'est que ça fait rouler la dette, c'est la snowball effect, enfin inversé, ça fait rouler la dette, ça augmente votre dette, et vous vous retrouvez petit à petit avec des taux d'intérêt gigantesques. Et là, premier ou deuxième budget de l'État, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Et pour rembourser les intérêts de la dette, vous devez emprunter. Donc augmentez votre dette. Donc augmentez les taux d'intérêt, les montants des intérêts de la dette l'année suivante. Et ainsi de suite. Et on a un effet boule de neige qui petit à petit va tous nous ruiner. Merci l'État. Ou plutôt, ces gestionnaires, encore une fois, hein, vous avez des États où ça se passe très bien. Hein. Sauf que nous, on ne sait pas gérer. 33 milliards pour la transition écologique. Parce qu'en plus, on dépense de plus en plus d'argent. Ça ne suffit pas de faire des bêtises, de ne pas savoir gérer. Non, il faut se prosterner devant Gaïa. S'il veut atteindre son objectif, le gouvernement devra également maîtriser les dépenses à un niveau qui ne s'est jamais vu ces dernières années, observe Adrien Ten, économiste chez BSI Economics.
Et il serait vraiment étonnant qu'ils réussissent à le faire, vu le contexte politique et social, ajoute François Escale, ancien magistrat de la Cour des comptes et président du site spécialisé dans la gestion des finances publiques, FIPECO. Vous voyez que je ne suis pas le seul, il n'y a pas que l'économiste à chapeau maintenant qui dit que c'est n'importe quoi et qu'on va droit dans le mur. Tout le monde est d'accord pour dire maintenant que ces prévisions sont fausses. Certaines dépenses devraient même s'envoler. Le rapport Pisani-Ferry prévoit ainsi une hausse de 33 milliards de l'investissement public en faveur de la transition écologique d'ici 2030, qui ne servent à rien. 33 milliards qui ne servent à rien, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. Vous mettez la France sous cloche, vous retournez vivre dans des grottes, à marcher à pied et à bouffer de l'herbe, ça ne changera rien au climat. Même si on estime que le changement du climat existe et qu'il est d'origine humaine. Même si on estime ça. Si vous allez dans des grottes, que vous bouffez de l'herbe, ça ne changera rien. L'augmentation de l'utilisation des énergies fossiles par l'Inde ou par la Chine est très supérieure aux économies que nous, on ferait en retournant vivre dans des grottes. C'est juste de l'escrologie. C'est juste des gens qui avant étaient communistes, qui veulent mettre à bas le système capitaliste, et qui, comme ils voient que le communisme, tout le monde, plus personne n'y croit, se sont tournés vers l'écologie. Parce qu'ils arrivent encore à vous faire peur avec l'écologie. Je rappelle que dans les années 70, on parlait d'un refroidissement climatique et qu'en 2000, Paris devait être sous la glace. Je rappelle ensuite les pluies acides. Vous voyez, on a vachement brûlé. Années 80, pluies acides. Je rappelle la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone qui devait tous nous tuer. C'est les années 90. Il s'est refermé. Il n'existe plus le trou dans la couche d'ozone. Et on a trouvé, et les mêmes escrocs ont trouvé un nouveau truc, qui est le dérèglement climatique, qui était un réchauffement climatique il n'y a pas longtemps, qui maintenant est un dérèglement climatique. Parce que réchauffement, on s'apercevait que ça commençait à plus marcher, donc maintenant ça devient un dérèglement climatique. Même si on estime que cette escroquerie est vraie, même si on estime que c'est effectivement anthropique, c'est-à-dire lié à l'homme, c'est beaucoup plus probablement lié aux éruptions solaires, mais peu importe, estimons que c'est lié à l'homme, même si on estime tout ça, la France pourrait s'arrêter demain de faire quoi que ce soit. Vous pourriez vivre dans des grottes, à marcher à pied et à manger de l'herbe. Ça ne changerait strictement rien à l'émission de CO2 par les humains. Strictement rien. Donc aller mettre 33, alors qu'on est en déficit, qu'on a des dettes gigantesques, qu'on voit le coût de la dette, aller mettre 33 milliards là-dedans, c'est se foutre du monde. Actuellement, les Français, leur problème, c'est de manger tous les jours correctement. C'est de finir le mois. Le reste, c'est bullshit. Mais comme on a un gouvernement qui est incapable de vous aider à finir le mois, qui est incapable de baisser ses taxes, parce qu'il met de l'argent dans tout, donc il ne baisse pas ses taxes à la pompe, par exemple, qui est incapable de faire tout ça, il vous fait croire qu'il y a des objectifs plus importants. C'est faux. C'est faux. Et même si, encore une fois, même si c'était vrai, vous ne pourrez rien y faire. La France ne pourrait rien y faire. Reste à savoir quels impôts pourraient venir combler ce trou, alors que le gouvernement a répété comme un mantra qu'il baisserait les prélèvements obligatoires. Vous voyez que même les journalistes n'y croient plus, quoi. Même eux, pourtant c'est des gens bien élevés, ils n'y croient plus du tout. L'agenda du gouvernement est plutôt orienté à la hausse du soutien à la compétitivité des entreprises. Ce sont donc les particuliers
qui risquent d'être mis à contribution, même si cela ne passera pas sans doute par l'impôt sur le revenu. Analyse Adrien Ten. C'est ce que je vous disais. En fait, on va trafiquer des trucs. On va trafiquer des trucs pour vous prélever de l'argent tout en disant qu'on n'a pas augmenté les impôts. C'est pas d'ailleurs une spécialité de gauche. Nicolas Sarkozy avait fait ça pendant tout son quinquennat. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il n'augmenterait pas les impôts. Du coup, il était interdit de dire le mot impôt. Par contre, il a augmenté les taxes. Il créait des taxes au fur et à mesure. Il n'y aura pas de hausse de gros impôts, des trucs qui seraient visibles, parce que sinon vous en apercevriez. Mais cela va passer par la chasse aux niches fiscales. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vous supprime une niche fiscale ? Par exemple, vous avez une niche fiscale sur l'aide à domicile, vous avez une femme de ménage qui vient. Et vous avez une niche fiscale parce que vous pouvez déduire une partie du travail qu'elle fait de vos impôts. Si je réduis votre niche fiscale, j'augmente vos impôts. Vous, concrètement, vous aurez une augmentation d'impôts. Donc c'est vrai qu'en tant qu'État, je pourrais dire « Tiens, je n'ai pas augmenté les impôts ». Par contre, en réduisant les niches fiscales, mathématiquement, j'augmente les impôts. Comme on a un gouvernement qui peut nous dire « J'ai baissé les impôts, mais en fait, les prélèvements obligatoires ont augmenté ». Parce qu'ils pèsent des impôts très visibles. Taxe d'habitation, meilleur exemple, taxe d'habitation, je la baisse. Fof, j'ai supprimé un impôt. Mais à côté de ça, la taxe foncière augmente de 60%. Et puis j'augmente d'autres taxes, d'autres impôts pour compenser l'argent. Mais en tant qu'État, je peux dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, donc, on va faire la chasse aux niches fiscales et par création de nouvelles petites taxes de rendement limité. C'est ce que je vous disais. Sarkozy a fait ça pendant tout son quinquennat et à mon avis, c'est pour ça qu'il n'a pas été réélu. Enfin, c'est une des raisons qui explique qu'il n'a pas été réélu. C'est-à-dire que les gens ne sont quand même pas débiles, quoi. Ils voient bien qu'ils payent plus à l'État. Sur des secteurs particuliers avec une légitimité environnementale. Et c'est ce qu'on vous fait là, vous voyez, avec la réduction, enfin non, avec l'augmentation des taxes sur le gazoil pour les marins pêcheurs et les agriculteurs, c'est environnemental. C'est environnemental. Le résultat, c'est que vous avez payé plus cher votre viande et votre poisson. En fait, vous avez payé cet impôt sans vous en rendre compte. Mais c'est environnemental. C'est bien, c'est Gaïa. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que le gouvernement a effectivement baissé les impôts ? Est-ce que vous croyez qu'il va baisser les impôts ? Est-ce que même vous croyez qu'il va les maintenir au montant qu'ils sont aujourd'hui ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que tout gouvernement, droite, gauche, centre, tout gouvernement qui nous dirait qu'il va baisser les impôts alors que les dépenses restent à ces niveaux-là est juste un gouvernement de menteurs ? Parce que ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut croire un gouvernement qui dit qu'il baisse les impôts que s'il baisse les dépenses. Sinon, c'est faux. C'est au mieux de la magie. Et dans la magie, il y a toujours un truc. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.